Espace TV, le 22h. Au sommaire de ce journal, les assises nationales de la Guinée se tiendront à partir du 22 mars prochain. C'est une annonce faite par le président de la transition lors du dernier conseil des ministres. Au sein de la classe politique, les réactions fusent de partout. Si certains veulent boycotter, d'autres par contre plaident davantage pour la mise en place d'un cadre de dialogue politique. Trouver un logement à Conakry est devenu aujourd'hui un véritable parcours de combattant entre des bailleurs qui augmentent de façon fantaisiste les frais de location et les avances. Les intermédiaires appelés démarcheurs constituent un autre facteur qui complique la situation du logement dans la capitale. Des acteurs de la société civile haussent le ton et invitent le CNT à réglementer le secteur. À la fin de ce journal, Djibril Ba sera avec nous pour le compte de la rubrique La Une des médias ou le tour d'horizon du traitement de l'actualité nationale par les confrères de la presse locale. Ce sont les titres. Bonsoir et bienvenue à tous. Plusieurs boulangers ont été victimes d'attaques et de vols dans la nuit de vendredi à samedi dans le secteur Maboya, dans la commune urbaine de Dubrika. Plusieurs sommes d'argent ont été emportées par les assaillants. Face à cette insécurité, les boulangers interpellent l'État pour la sécurisation des citoyens et de leurs biens. Rosaline Gotomonemo, Ibrahima Souri Souma. Ce sont au total 6 boulangeries, une boutique et 2 concessions appartenant aux boulangers qui ont été attaquées et dépouillées dans la nuit de vendredi à samedi à Kindiadi, secteur Maboya. Ils ont emporté avec eux d'importantes sommes d'argent, des téléphones et une grande quantité de levures pâtissières. Ils ont trouvé nos enfants, nos travailleurs arrêtés sur les escaliers ici. Ils ont pris leur téléphone. C'est un voisin ici. Lui encore, ils ont pris là-bas de l'argent, 2 millions et quelques. Moi, ici, ils ont pris mon portable avec 395 000. On a un autre boulanger encore en haut ici. Là-bas encore, ils ont pris beaucoup de choses. Et 5 millions dans une autre chambre, 2 millions dans l'autre chambre, avec 4 téléphones, avec un powerbank. Les assaillants seraient des hommes habillés en tenue militaire. C'est aux environs de 2 h du matin que ces derniers sont passés à leur sale besogne. Ils ont venu dans le four ici. Ils étaient arrêtés au niveau du four. Ils m'ont frappé 2 coups. Ceux qui nous ont attaqués, c'était des hommes armés qui étaient en tenue militaire, qui étaient une dizaine de personnes. Certains étaient cagoulés. Il y avait un autre qui avait un tenue de police. Informé de cette attaque, le président de l'Union nationale des boulangers et pâtissiers de Guinée s'est rendu chez les victimes. Il compte rencontrer lundi le ministre de l'Hôtellerie, du Tourisme et de l'Artisanat sur leurs préoccupations. Si rien n'est fait, l'Union promet de passer à la vitesse supérieure. C'est très facile à résoudre parce qu'à 2 jours seulement ça suffit. Ils vont comprendre parce que surtout la Guinée est-elle le four. On attend, je crois que les autorités vont savoir que vraiment les boulangers sont victimes de quelque chose. Depuis des semaines, les boulangers menacent de déclencher une grève suite à l'insécurité dont ils sont victimes ces derniers temps dans le pays. Il reste à savoir si les autorités prendront en compte leurs réclamations. Dans une récente sortie, le président de la transition a pointé du doigt des opérateurs économiques qui favoriseraient la pénurie en stockant des marchandises puis les revendre plus cher. Réagissant à ces propos du président, les opérateurs économiques se disent surpris et estiment que les raisons de la pénurie se trouvent plutôt ailleurs. Ils sont cependant en train de travailler afin de revoir les prix à la baisse sur le marché et c'est là avec l'implication de l'État. André Mossier-Minimono et Ibrahima Souri Kamara pour plus de précisions. Les populations guinéennes continuent de se plaindre de la pénurie et de la cherté des prix sur le marché. Le président de la transition n'est pas allé du dos de la cuillère. Il pense que la pénurie est favorisée par des opérateurs économiques. Ils achètent plusieurs stocks de marchandises, les gardent, puis les revendent à des prix très élevés lorsque la demande augmente. Les opérateurs économiques se disent surpris de cette accusation. Nous nous sommes rendus compte que le président n'était pas bien informé. Et aucun commerçant ne peut stocker sciemment sa marchandise et attendre une occasion pour la vendre. Donc ce qui n'est pas du tout réel. Avec la sortie du président, nous nous sommes rendus compte peut-être qu'il n'est pas encore bien informé de la situation.
Selon Souleymane Diallo, les raisons de la pénurie sont d'ordre national et international. Les opérateurs économiques n'y sont pour rien. D'ailleurs, ils ont du mal à écouler leurs marchandises en raison de la flambée des prix. Il y a des pays qui ont carrément arrêté les exportations. Donc nous allons en pâtir. Il y a un changement sur le plan international qui ne dépend pas de l'État guinéen, qui ne dépend pas du commerçant guinéen. Nous nous conformons à cela. Et aussi, on a des problèmes au niveau de l'assurance, au niveau de la DDI, au niveau du port autonome de Conakry, au niveau de Bolloré, au niveau de la compagnie maritime, au niveau de la douane. Donc il y a les valeurs, il y a les tout, des droits et taxes. Pour une meilleure issue à cette situation, à l'approche du mois de Ramadan, cet opérateur économique suggère. Au niveau du port autonome et à la douane, il faut qu'on regarde au niveau des barèmes. Parce que depuis que le texte est appliqué, le barème est monté. On n'a pas regardé comment atténuer la situation au niveau de la douane. Nos interlocuteurs nous informent qu'une réunion est actuellement en cours entre les opérateurs économiques. Un mémorandum sera élaboré et déposé au président de la transition. Et toujours dans sa communication, le président de la transition a souhaité la mise en place d'une chambre nationale du commerce. Pour le président de la chambre de commerce de Matam, l'idée est certes bonne, mais il faut nécessairement lui coller un caractère inclusif, n'exclure aucun opérateur économique. Il appelle le département de tutelle à organiser des élections inclusives. Sekouma Diallo est au micro d'André Mossi Minimono, Ibrahim Soudi Kamara. Pour qu'il y ait une chambre représentative, il faut de vrais opérateurs économiques qui opèrent dans ce pays et qui ont le moyen humain, matériel et qui sont écoutés par la population. Donc nous pensons que déjà il y a des manœuvres à éliminer des vrais acteurs au profit des petits yes-man. Donc cela n'est pas bien pour l'avenir de la Chambre de commerce. Le département de tutelle qui doit organiser cette élection, de voir comment organiser à la satisfaction de tout le monde. La Guinée s'achemine vers l'organisation des assises nationales à partir du 22 mars prochain. Vous le savez sans doute, c'est une annonce faite en Conseil des ministres jeudi dernier. Depuis, les réactions se multiplient à travers le pays. Selon un cadre de l'Union des forces démocratiques de Guinée, UFDG, son parti ne prendra pas part à ces assises car le pays n'est pas en guerre, dit-il. Abdoulaye Ba l'a dit dans une interview qu'il a accordée à notre rédaction ce samedi. Il a été joint au téléphone par Aminata Massiri Bangoura. Voici son décryptage. Annoncé à partir du 22 mars prochain, la tenue des assises nationales en Guinée suscite des débats au sein de l'opinion. Chez les politiques également, les réactions restent mitigées. À l'Union des forces démocratiques de Guinée, on parle d'un non-événement. Selon Abdoulaye Ba, ces assises ne sont nullement opportunes pour le pays, encore moins si elles sont organisées par le CNRD. Les Guinéens ne sont pas en conflit. C'est l'État guinéen qui est en conflit avec la Guinée. Il n'y a aucune raison qu'une junte illégale, illégitime, organise des assises nationales dans un pays qui n'est pas, n'est-ce pas, qui n'est pas en conflit dans la société. Poursuivant, Abdoulaye Ba soutient que cette junte militaire, peu connue des Guinéens, cache des véritables intentions derrière ces assises nationales. On n'a qu'une insigne, CNRD. Qui est CNRD? Qui sont-ils? Les assises nationales sont une opportunité pour cette junte non identifiée de gagner du temps sur le processus pour le retour à l'ordre constitutionnel normal. C'est une tromperie pour pouvoir consolider le pouvoir illégal. Au nom de l'UFDG, Abdoulaye Ba annonce une probabilité de boycotter ces assises dans les prochains jours. C'est pourquoi il invite le CNRD à privilégier les priorités, notamment l'organisation des élections acceptées de tous. Je pense que c'est fort probable parce que nous, ce qui nous intéresse, nous, à l'UFDG, c'est le respect des engagements du 5 septembre. La junte doit faire les engagements qu'il a pris. Et deuxièmement, faire en sorte que la gestion quotidienne mène à l'organisation rapide d'élections politiques dans ce pays. À travers ces assises nationales, de nombreux observateurs soutiennent que la Guinée serait en train d'emboîter le pas au Mali. Pour Abdoulaye Ba, ceci est une perte de temps car les situations de ces deux pays sont carrément différentes.
Le parti UDRG s'est aussi prononcé sur cette question des assises nationales. Tibaouri se montre favorable à cette initiative. Il propose tout de même que le cadre de dialogue soit mis en place et que les questions essentielles soient abordées. On le suit au micro d'Alceni Bari. Vous savez, on sait comment une chose peut démarrer, on ne sait pas comment elle pourra se terminer. Tout ce qui permet aux Guinéens de se retrouver, d'échanger, de partager des points de vue, d'exprimer leurs idées, je considère que c'est positif. Je ne lose pas un célibataire, je ne veux pas des mariés, je ne veux pas des animaux domestiques, je veux tel nombre de personnes pour habiter ma maison. Ce sont entre autres les conditions que posent certains bailleurs, surtout à Conakry. Mais depuis quelque temps, la religion s'invite dans les critères de certains propriétaires de maisons en location. Et nous avons rencontré les chrétiens dans leur domicile qui disent avoir rencontré pas mal de difficultés. Mamadou Saliouba, Abouakar Din Kamara pour le constat. Tia Tongino est chrétienne. Après 3 mois de démarche, de porte à porte à la recherche des logements, elle nous montre la maison qu'elle a trouvée pour loger sa famille. C'est la 3e année qui arrive depuis que nous habitons ici. Je suis là avec mes enfants et mon mari. La maison qu'elle habitait lui a été retirée pour des raisons qu'elle ignore encore. Alors, débute pour la mère de famille 3 mois de calvaire avec des démarcheurs et des concessionnaires. Partout où on part, le seul problème, c'est le fait qu'on soit chrétien. Je n'arrive pas à comprendre. On trouve souvent des maisons, mais dès qu'on dit qu'on est chrétien, le concessionnaire se décourage. Alors, dernière option, cette maison inachevée, sans fenêtre, sans plafond ni toilette, une seule porte qui se ferme, sans doute, pas pour empêcher que des inconnus s'y infiltrent. Le concessionnaire nous a dit qu'il y a une maison ici, mais elle n'est pas achevée. Si vous êtes courageux, d'accord. Quand on venait ici, il n'y avait même pas de tôle. Quand il pleuvait, c'est comme si c'était la mer. En Guinée, de plus en plus de chrétiens peinent à trouver de loyer. Kemo Kamano, venu de Kekedou, en sait quelque chose. À Conakry, avec son ami, il a sillonné beaucoup de quartiers à la recherche des logements. Amdalay, Bambeto, Wanindara à l'intérieur du pays, Wanindara du moins. En plus aussi, beaucoup de quartiers vers l'aéroport là-bas. Partout, sa religion s'est posée comme obstacle. Il y a de ces personnes qui m'ont rejeté parce que je suis chrétien. Il avance des idées en disant que tous les forestiers, c'est des gens qui boivent de l'alcool. Donc, vouloir les faire loger à la maison, c'est-à-dire ils vont transformer ces virus à ces enfants. On a entendu parler de nos amis musulmans que quand tu loges un chrétien chez toi, s'il ne prie pas, que toute cette responsabilité revient sur toi. Kemo Kamano et son ami vont passer 3 mois à la recherche d'une maison avant de trouver cette pièce avec cette concessionnaire musulmane qui estime que personne ne doit être discriminé pour son orientation religieuse. Nous avons tous le même sang, donc nous sommes de même père, même mère. Aujourd'hui, je vis très bien. Et là où nous sommes, la famille, malgré je suis chez les musulmans, mais quand ils préparent, on me donne même à manger. On me prend comme étant élément de la famille. Donc je remercie le bon Dieu. Kamano et son ami ont dû être patients. Il rappelle que dans cette difficulté de trouver un logement, ils sont loin d'être les seuls. Le mois de mars, c'est aussi le mois de la femme. Elle s'active en ce moment dans de nombreuses initiatives. Celles de Bonfi, par exemple, dans la commune de Matam, ont préféré renforcer leurs capacités pour leur autonomisation. L'initiative consiste aussi à mieux se faire entendre auprès des autorités. Djibril Ba commente les images de Mohamed Bangoura. La femme est le baromètre de la société, dit-on le plus souvent. Des femmes de Bonfi dans cette dynamique acquièrent des connaissances à l'occasion d'une rencontre. Une rencontre indispensable, explique leur formateur. On va former ces femmes, on va leur dire qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir se prendre en charge, qu'est-ce qu'il faut pour devenir plus autonome. De nombreux objectifs sont fixés par des organisations non gouvernementales pour atteindre la parité entre hommes et femmes d'ici 20 ans. Dans cette optique, des conseils à leur endroit ne finissent pas. La seule chose que je peux demander à toutes les femmes qui sont là, donnons-nous la main.
il faut que chacune d'entre nous puisse en tirer une autre, qui en tire une autre, qui en tire une autre. Et à la fin, de toutes les mille manières, on sera toutes les gagnantes. Les femmes des Bonfils sont satisfaites à la suite des enseignements acquis. Elles comptent les restituer. Le foyer appartient à la femme. C'est nous qui devons sauver l'honneur parce que beaucoup de nos maris ne travaillent pas. Nous accueillons à bras ouverts cette initiative. Actuellement, nous on a suivi une formation et on peut aussi aider d'autres femmes de bonnes filles à s'épanouir. Le mois de mars consacré à la femme, cette couche féminine ne veut donc laisser aucune opportunité pour faire des plaidoyers. Il y a des immatriculations qui sont faites, mais il faut les accélérer en communiquant davantage afin que les usagers, notamment les détenteurs d'engins roulants, viennent immatriculer ou réimmatriculer leur appareil. Ces mots sont du ministre Yaya Sow en charge des transports et des infrastructures. C'était à l'occasion de sa visite ce samedi dans la préfecture de Kindia. Reportage à Bouakar Silla, Djibril Kamara. De retour à l'intérieur du pays, le ministre des Infrastructures et des Transports a fait escale ce samedi à Kindia pour visiter les installations du Bureau régional de transport terrestre. Une visite qui a permis au ministre Yaya Sow de connaître quelques réalités du service. Les immatriculations qui sont faites, mais il faut les accélérer. Je leur ai demandé de communiquer davantage pour amener les usagers à immatriculer ou à rématriculer leur engin roulant. À Kindia, le processus d'immatriculation et de réimmatriculation des engins roulants commence déjà à porter fruit. Car ces derniers temps, une dizaine de motos déjà immatriculées dont les nouvelles plaques ont été enlevées par les voleurs viennent d'être saisies par les responsables du service. L'immatriculation, c'est numérique. Quand une fois qu'une machine est dans l'ordinateur central, c'est numérisé et c'est gardé dans l'ordinateur. Un voleur qui arrive à voler cette moto, il arrive à enlever l'ancienne plaque pour revenir réimmatriculer, automatiquement on peut mettre main sur ça. C'est sur ça qu'on a pu mettre main sur au moins une dizaine de motos qui se trouvent à Fourcaria. Au niveau du Bureau régional du transport terrestre, le cadre de travail ne souffre d'aucune anomalie. Mais le seul bémol se trouve dans les propos du patron du département des infrastructures et des transports. Le problème, le hic ici, c'est que le Thomas Gregg, qui est chargé de l'établissement des permis de conduire, n'est pas sur place. Je vais les inviter à venir ici et ils vont délivrer les permis sur place. Parlant des difficultés du service, le directeur du bureau régional du transport terrestre de Kindia explique. Les difficultés sont énormes, surtout sur le plan d'immatriculation. La population ne vient pas immatriculer leurs véhicules. Et les gens qui arrivent à acheter les nouvelles motos arrivent à aller dans les comment on appelle, vers les fraudeurs pour aller immatriculer frauduleusement leurs véhicules. Voici l'une des difficultés que nous subissons à l'heure là. En dehors des responsables du service, quelques autorités locales étaient aussi de la partie. Direction Beila avec le Grand Konia qui est un nouveau guide, Monsomba du Konia, c'est ainsi qu'on l'appelle, a été intronisé à Moussadou, village historique du pacte de vivre ensemble des communautés de la Guinée forestière. C'était en présence des autorités préfectorales et coutumières. Moïse Bitien-Lama est notre correspondant dans la région. Ils sont du Konia et sont venus de tout le pays pour exprimer à cette cérémonie tout son sens. Le nouveau Monsomba du Grand Konia a été intronisé en présence des autorités préfectorales et des chefs coutumiers de la préfecture de Beila. L'un des organisateurs de cette cérémonie explique comment est fait le choix du Monsomba du Grand Konia. C'est au sein de la famille Kourouma, de Toumani Nkeme, que Monsomba est choisi. Celui des Kourouma qui se trouve au village, qui accepte de résider au village, et qui est le plus âgé de ceux qui sont au village, qui est désigné comme Konia Monsomba. Il est revenu sur le rôle que doit jouer le nouveau roi du Grand Konia pour la sauvegarde du vivre ensemble dans la zone. Son objectif premier est de réunir le Konia, le réunifier, parce que le Konia est pluriel, et de tout faire pour qu'il y ait la coexistence pacifique entre les Koniankés et les autres communautés de la forêt. Pour que les jeunes générations sachent que dans le temps, vers le XVIIe siècle, il y a eu entente entre toutes les communautés de la forêt. Quant à l'autorité préfectorale, elle s'est réjouie du bon déroulement de la cérémonie.
Non seulement je suis très content, mais aussi de voir tous les ressortissants de Konya, ceux qui sont en Europe, en Afrique et plus précisément en Guinée, se réunissent aujourd'hui dans leur propre village pour assister à l'intronisation de Mozemba. Là, je suis très content. A rappeler que le village Moussadou est considéré comme la capitale du Grand Konian et là où le pacte de vivre ensemble a été signé en 1694 entre les peuples de la région forestière. Du sport à présent, à travers un décret lu sur les antennes des médias publics, le président de la transition a recomposé le comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations Guinée 2025, alors que le ministre des Sports a récemment mentionné certaines régions pour lancer les travaux de terrassement des sites retenus pour la compétition. Cette recomposition augure de l'espoir chez certains journalistes. Je vous propose d'écouter l'un d'entre eux au micro de Mamadou Bouiba. Nous osons croire qu'avec cette recomposition de ce COCAN, que la Guinée puisse accélérer les choses, parce que la CAN c'est demain, le temps file, nous avons pris énormément de retard et quand on sait que pour organiser une CAN, ça demande de gros investissements, de gros moyens sur tous les plans. Et voilà, si avant il n'y avait que 16 équipes qui participaient à la CAN. Désormais, tel n'est plus le cas. Aujourd'hui, c'est 24 équipes. Et si avant, pour organiser une CAN, le pays organisateur devrait avoir au minimum 3 stades, aujourd'hui, tel n'est plus le cas. Il faut le minimum 6 stades. Le championnat national de Maracana se poursuit au stade du 28 septembre de Conakry. La troisième journée a été entamée ce samedi 12 mars 2022, mais avant le début de cette journée, les journalistes sportifs ont été outillés sur les lois de ce jeu de cette discipline sportive. Mamadou Sadio Baldé, Mamadou Ouiba pour plus de détails. Le Maracana est une discipline peu connue en Guinée. Ces règles ne sont pas à la portée du grand public. Les acteurs directement concernés ont été déjà formés. Place aux journalistes qui constituent un maillon essentiel pour sa vulgarisation. Voilà, c'est quelque chose de tout à fait naturel, c'est un manque qu'on a comblé parce qu'avant la compétition, nous avons fait une série de formations à l'endroit des équipes et à l'endroit aussi des officiels. Dans tout cet arsenal de parties prenantes, il ne manquait que les journalistes. Et nous avons remarqué aussi que pendant les interviews, beaucoup de questions portaient sur les règles. Donc il s'est imposé comme une évidence d'organiser une séance de formation à l'endroit des journalistes pour qu'ils puissent être aussi des vecteurs de développement de la discipline vis-à-vis du grand public. Le secrétaire général de la Fédération guinéenne de Maracana et les acteurs associés mesurent le rôle que jouent les journalistes pour le développement d'une discipline sportive. Il revient sur les thèmes développés. Là, les journalistes sont au centre même du Maracana parce que c'est eux qui vont commenter les matchs, c'est eux qui vont relayer les informations. Donc, il faudrait qu'à leur tour, qu'ils soient dotés réellement de tous les documents nécessaires liés au Maracana, surtout les lois du jeu de Maracana. Les 14 lois de Maracana, on a déroulé ça avec les journalistes. Ce journaliste ne le cache pas, il vient de découvrir le Maracana. À l'issue de la formation, il pense être en mesure de commenter un match de Maracana. Honnêtement, moi je ne savais pas, je ne connaissais pas ces différentes lois. C'est à travers cette formation que j'ai appris toutes ces 14 lois. Et je pense bien que au sortir donc de cette formation, j'ai été vraiment outillé. Pour rappel, le championnat national de Maracana est à sa première édition. Il regroupe 24 équipes en senior et en super senior. Entamé le 26 février, il prendra fin le 2 avril. À présent, la une des médias. Sur ce plateau avec moi, Djibril Ba, bonsoir. Bonsoir Idriss Abari. Vous nous informez à la une des médias cette semaine, près de 60 partis politiques menacent de descendre dans la rue. Évidemment, cette semaine, c'est le site d'information guinée7.com qui s'est approprié du contenu de cette déclaration, de cette copie. Alors, ces acteurs politiques signataires de cette déclaration
constate avec amertume, avec regret, l'inclusivité et la justice qui était, qui était au cœur de la profession de foi du CNRD dès sa prise de pouvoir, ne semble plus être, on va dire, la boussole de son action publique. Et puis, ces acteurs politiques constatent avec amertume, comme je l'ai dit tout à l'heure, que le CNRD s'écarte des règles et principes, disons, qui favorisent au retour à l'ordre constitutionnel. Donc, de ces dysfonctionnements, il y a la vision unilatérale du CNRD et puis des violations répétées du contenu de la charte de la transition et enfin le flou entretenu autour de la composition du CNRD. Et cette actualité a été scrutée par le site d'information, aussi par le site d'information Mosaïque. Mosaïque dit que ce n'est pas tout. Notre confrère souligne qu'il y a des actions disparates et pour la plupart insipides, menées pour des objectifs indéfinissables. Donc tout cela peut être la conséquence du mépris du pouvoir qui se coupe de tout le monde en se faisant une mauvaise illusion sur tout ce qu'ils ont trouvé là. Alors, vous nous informez encore également que les risques d'un divorce entre le CNRD et les acteurs sociopolitiques selon l'Aigle Info dans les jours à venir. Oui, certainement. C'est le journal l'Aigle Info qui a analysé cette actualité. Selon le tabloïd, le CNRD, après 6 mois, on va dire comme ça, donne en tout cas des inquiétudes. Les citoyens sont inquiets, la population est confuse. Et donc le journal nous plonge dans le passé pour nous rappeler les circonstances dans lesquelles le CNRD a pris le pouvoir. Et puis encore une fois, notre confrère nous parle aussi du régime d'Alpha Condé, un régime qui était émaillé de violences et de manifestations. Et donc le journal conclut, je vais parler de l'Aigle Info, ce divorce est bel et bien à craindre dans les semaines et mois à venir. Et par rapport à cette actualité, Guinée 114 rapporte cette semaine que le gouvernement quand même a eu la pression, donc il s'active pour mener des démarches et la semaine prochaine, il y aura certainement un cadre de concertation parce que le ministre de l'administration du territoire a commencé les prises de contact au niveau des coalitions. Donc, selon Guinée 114, il y a espoir dès la semaine prochaine de voir la junte militaire et les acteurs politiques autour d'une table, Idrissa Bari. Alors, pour terminer cette rubrique à la une des infos, c'est donc une information capitale et que les médias, en tout cas, en ont fait leur show gras. C'est Kassori à la tête du RPG Arc-en-Ciel et les révélations choquent des militants. Oui, cette information, nous l'apprenons cette semaine au niveau du site d'information, la Guinée.info. Notre confrère nous apprend, pendant la réception, j'allais dire, d'Ibrahim Kassori Fofana au siège du RPG, une bagarre s'est éclatée entre les militants et des agents qui étaient postés là. Et donc, Africa Guinée précise de son côté que Mohamed Fali Chérif, qui est un des cadres du parti RPG Arc-en-Ciel, qui est secrétaire général de la section RPG de Matam, lui refuse catégoriquement la désignation de Kassori Fofana. Il indique déjà qu'il y a la CRIEF, la Cour de répression des infractions économiques et financières, qui a dans son viseur certains cadres du parti. Donc, tant que cette Cour n'arrive pas à finaliser son travail pour savoir qui est blanc et qui ne l'est pas, donc selon lui, il ne reconnaît pas pour l'instant Kassori Fofana. Donc on peut lire encore sur le site d'information africaguinée.com qu'il était convenu auparavant que le comité exécutif provisoire du parti sera dirigé par une personnalité qui ne nourrit aucune ambition présidentielle. Et alors que quelque part, il faut dire que Guinée 12 aussi a analysé cette actualité concernant le RPG Arc-en-Ciel. Le site d'information titre « Kassori ou Damaro, Alpha Condé sème le flou ». Vous savez, le camp de Kassori qui brandit un manuscrit dûment signé par Alpha Condé, l'ancien président, pour dire que, bon, c'est une désignation faite par le président, l'ancien président. Effectivement, c'est la désignation faite par le président. Donc, on considère, comme ils le disent, on considère Kassori comme le président du comité exécutif provisoire. Et Niet, de l'autre côté, il y a le camp de Damaro, qui considère que c'est Damaro qui doit, pour l'instant, conduire le comité exécutif provisoire. Et dans ce contexte, pour finir rapidement, le site d'information Guinée News se pose la question pour savoir
quelqu'un tente-t-il d'imiter l'écriture de l'ancien président ou serait-il lui-même à la base de la confusion et donc de ces quiproquos, de ces deux manuscrits? Il y a quand même, il peut y avoir, on va dire comme ça, des effets dévastateurs sur la cohésion de l'ancien parti présidentiel, on va dire de l'ancien parti au pouvoir. Une actualité qu'Espace TV va suivre. En tout cas, merci Djibril pour tous ces éclairages. Merci. Ce journal a été coordonné par Mohamed Avalek Touré, dirigé à la régie par Lamine Sidibé. Merci à tous de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur Espace TV. À présent, je vous invite à suivre les publi-reportages. Ces cadres de l'administration publique âgés de 25 à 40 ans ont bénéficié d'un renforcement des capacités en leadership, particulièrement dans les domaines de la gouvernance et du développement économique. Le président directeur général du consortium SMB Weining a fait savoir son intention d'octroyer 100 bourses à 10 promotions des cadres de l'administration publique. Je pense après ces 5 promotions de formation, je pense qu'on a formé des cadres très qualifiés pour le gouvernement guinéen et ce qui a consolidé la fondation de coopération entre nos deux pays, le Singapour et la Guinée. Ce programme géré par l'agence gouvernementale de Singapour a débuté en 2018 et forme 2 promotions chaque année. Chaque promotion comprend 12 participants subdivisés en 3 phases. Le ministre du Travail et de la Fonction publique, après avoir remercié le consortium SMB Weining pour ses appuis à la qualification des ressources humaines de l'administration publique, a souhaité que les fonctionnaires de l'intérieur du pays puissent bénéficier de ces formations. Il me semble que si on descend à l'intérieur, on applique les 5 critères à peu près que j'ai vus majeurs pour l'identification, la sélection, les bénéficiaires de cette bourse. Il me semble que le programme ne sera pas déçu à l'intérieur du pays, surtout en ce qui concerne l'anglais. Parce que là, vous trouvez aussi des gens qui ne sont pas mal. Chaque cohorte doit présenter un projet de classe réalisable aux sponsors, mettant en évidence les principaux défis et la durée de l'exécution. Un programme qui vise à transmettre des compétences en développement personnel, exposer la gouvernance publique de Singapour. Il est temps que vous qui avez bénéficié de ces opportunités de formation, de voyage, qui vous ont permis d'ouvrir les yeux sur le monde d'une autre façon et d'être en contact avec des enseignants de grande valeur dans un pays aux valeurs et à la solidité économique reconnue partout, que vous soyez aussi des bonnes graines. C'est une formation en renforcement de capacité et aussi en technique de leadership que nous avons reçu, et aussi il y a des cours sur les politiques publiques que nous recevons à partir de l'Université nationale de Singapour. L'ambition de la société à travers l'engagement du consortium demeure la continuation des excellents rapports entre toutes les parties de ces vastes projets qui contribuent au rayonnement du secteur minier en Guinée. Fruit de la coopération guinéo-marocaine, l'Institut supérieur du commerce et d'administration des entreprises en Guinée, spécialisé dans la formation des managers et gestionnaires d'entreprises, a tenu ses journées portes ouvertes pour exposer les différentes offres de formation de l'Institut et aussi permettre aux apprenants de s'exprimer sur la diversité culturelle du pays. C'est une opportunité pour nous étudiants de nous mobiliser, d'exprimer nos talents dans les différents domaines scientifiques, artistiques et culturels, et une occasion pour témoigner de la qualité de la formation que nous recevons. Plusieurs activités sont prévues autour de ces 2 journées. Une autre occasion pour les encadreurs de l'ISCAEG d'amener ces étudiants à s'adapter au monde de la concurrence. On les met à l'épreuve pour voir dans quelle mesure ils peuvent appliquer leurs connaissances en matière d'organisation. La première journée a connu la présence de plusieurs personnalités et ministres, dont celle de l'enseignement supérieur. Aux étudiants, la ministre a lancé une invite à travailler pour relever les défis auxquels l'Institut est confronté. Je voudrais alors profiter de l'occasion
pour vous encourager à réfléchir sur les principaux défis qui se posent à votre institution, dont l'amélioration de la collaboration avec l'ISCAE de Maroc, l'accroissement de l'offre de formation, surtout dans le cadre de la mise en place des programmes de master, mais aussi l'insertion socio-professionnelle de vos étudiants. Ce samedi, les activités se sont poursuivies par une conférence-débat au cours de laquelle plusieurs thématiques ont été développées par des experts en entrepreneuriat. C'est de les encourager, leur dire foncez dedans. L'entrepreneuriat, c'est un tout. C'est comme un battement de cœur. Il y a des hauts, il y a des bas, mais tant pis, c'est ça l'entrepreneuriat. Il faut oser, il faut y aller. On a beaucoup parlé de l'entrepreneuriat, on a motivé les jeunes étudiants à se lancer, à innover, à créer. Face à leur ministre de tutelle, ces étudiants ont profité de ces activités pour faire des plaidoyers, notamment sur le retard dans la délivrance des diplômes des étudiants sortants et le manque de directeur général suite au décès de l'ancien en 2021. Après l'étape du port de Kontan dans la préfecture de Fourikaria, le premier responsable de l'Agence nationale de l'aménagement des infrastructures minières a poursuivi sa visite dans le site d'exploitation de Chalco situé dans la préfecture de Bofa afin de connaître le niveau d'avancement de ses installations futures et garantir sa collaboration avec Maïtec. C'était une visite courtoise en même temps, témoigner aux partenaires que nous sommes à leur côté pour les accompagner et aussi de se retrouver pour redéfinir des relations de collaboration. Parce que vous ne pouvez pas sans savoir que Fatala, à Bofa, il y a beaucoup de choses qui se passent sans qu'on ait une visibilité claire et nette. Pour pérenniser leur activité et aussi les amener à mieux travailler dans ce secteur, aujourd'hui, cette entreprise évolue avec plusieurs structures dans laquelle figure Maïtec, un centre dialyse autonome en énergie. L'ingénieur de l'entreprise nous explique l'importance de ce centre. Quand il y a trop de soleil, on convertit l'énergie solaire en hydrogène qu'on stocke dans des réservoirs qu'on produit. Et les jours où il n'y a pas assez de soleil, on va récupérer cet hydrogène pour recréer de l'électricité pour alimenter les machines. Cette visite a aussi été l'occasion pour la structure d'offrir un appareil à l'ANAIM dans le traitement des personnes souffrant de dialyse. Le médecin-chef dans cet hôpital de Kamsar dit que c'est une offre de soulagement. Ce don va réduire drastiquement le nombre d'évacuations vers le Maroc parce qu'avec 4 postes d'hémodialyse, nous serons à mesure de faire la dialyse au moins de 10 à 15 malades par semaine. Ce chef d'hôpital Anaïm de Kamsar nous a confié les multiples difficultés qu'ils faisaient face s'ils reçoivent un malade de tel type, mais aussi le grand risque que vivaient ces patients par faute de l'appareil adapté à leurs soins.